Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce jeudi 9 juin. Les manifestations contre la loi El Khomri continuent. Le Parti communiste organisait ce matin en Maurienne une marche pour l'emploi. Le but, dialoguer et essayer de trouver une solution pour que cette loi ne soit pas mise en place. L'Orchestre des Pays de Savoie vient de présenter sa nouvelle saison. Je recevrai sur ce plateau Aline Samyao, son administratrice générale. Elle nous parlera des nouveautés et des choses à ne pas rater. Enfin, dernier épisode de notre série consacrée à l'animation. Aujourd'hui, focus sur une entreprise qui travaille dans l'animation au service des entreprises, une filière méconnue dans ce secteur. Je vous le disais en titre, le Parti communiste français innove pour lutter à sa manière contre la loi El Khomri. Comme vous allez le voir sur ces images, une marche pour l'emploi était organisée par le Parti communiste français Savoie en Vallée de la Maurienne. Ce jeudi, la trentaine de sympathisants est partie du parc d'activités Arc-Isère à Éton pour rejoindre Épierre. Vendredi et samedi, le cortège passera par Saint-Rémy-de-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne. Le but de cette opération, échanger et trouver des solutions pour lutter contre la baisse de l'emploi. On écoute Yann Del Rio, secrétaire fédéral du Parti communiste en Savoie, au micro de Sébastien Germain. On l'a organisé en Maurienne, on aurait pu l'organiser n'importe où ailleurs sur le territoire de Savoie. Nous, notre idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité à la fermeture des entreprises, il n'y a pas de fatalité au chômage. Et pour ça, les communistes ont des propositions. Et on a choisi un peu la Maurienne, c'est symbolique, dans la mesure où les entreprises de toute la vallée, donc entre ici, Éton et Saint-Jean-de-Maurienne, même voire plus loin, Saint-Michel-de-Maurienne, on a eu des cas de fermeture d'entreprises assez symboliques qui étaient des fermetures boursières. Nous, au Parti communiste, on est favorable à la semaine des 32 heures. La réduction du temps de travail, pour nous, ça peut être créateur d'emploi. C'est créateur d'emploi, c'est pas que ça peut, c'est que c'est créateur d'emploi. On l'avait vu avec les 35 heures. C'est créateur d'emploi. Donc on voit bien que la répartition, y compris du travail, c'est quelque chose que nous on porte et qu'on va défendre à travers notamment une proposition de loi qui sera déposée par les députés à l'Assemblée, des députés communistes et Front de gauche à l'Assemblée nationale à l'automne. Social toujours ce matin devant les locaux de Clipsol, fabricant de produits solaires à Aix-les-Bains. Des dizaines de personnes ont fait grève. Le site de 40 salariés est en danger. Ils réclament de pouvoir rester dans le site. Donc l'incompréhension pour les salariés qui ont assisté à une réunion avec la direction. Le repreneur potentiel Active Invest, une société de conseil de gestion, était absent, ce qui a provoqué la colère des élus syndicaux. D'autant plus que le directeur du site, M. Cornet, leur avait assuré qu'aucune vente ne serait possible sans l'accord des salariés. Une visite et une réunion avec le repreneur est prévue le 14 juin. On écoute Jean-Pierre Gresset, secrétaire général CFDT Métallurgie des Savoies. Il répond aux questions d'Olivia Boisson. Si Engie veut nous séparer, les salariés, c'est vrai qu'ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Accepter à contre-cœur, ça c'est sûr. Mais psychologiquement, je veux dire, ils se posent déjà beaucoup de questions. Et ils iront chez le nouveau repreneur parce que légalement ils n'ont pas de choix, mais en se posant d'énormes questions et avec une santé psychologique qui va sérieusement se détériorer. Ils vont certainement continuer leur mobilisation et nous on va travailler en parallèle de ça avec Engie s'ils veulent bien, avec aussi nos experts comptables et industriels pour démontrer à Engie que Clipsol est viable et qu'ils doivent rester chez eux. Place à l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Aline Samyao, administratrice générale de l'Orchestre des Pays de Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de présenter votre saison 2016-2017. Avant d'en parler, il y a une autre nouveauté, c'est le nom. Ça s'appelle désormais l'Orchestre national des Pays de Savoie. Qu'est-ce que ça change en fait pour vous de changer de nom justement? Alors, c'est pas encore fait. L'orchestre deviendra lors de la saison 16-17 l'Orchestre national des Pays de Savoie parce que nous sommes partie prenante du réseau national des orchestres en région depuis déjà 2010. Donc nous sommes déjà membres de ces 20 orchestres qui sont la crème des orchestres français. Sauf que la loi création et patrimoine qui sera votée à l'automne prévoit un véritable label pour les orchestres nationaux.
et ce sera dans le titre de ces orchestres. Donc dans le courant de la saison, il faudra suivre ça, on deviendra Orchestre national des Pays de Savoie et c'est surtout, si vous voulez, une officialisation, une reconnaissance de ce que nous sommes et de ce que nous représentons parce que finalement en Pays de Savoie, je pense que le public n'en a pas forcément conscience et les habitants des Pays de Savoie n'ont pas forcément conscience qu'ils ont un fleuron de la musique classique dans leur territoire. Ça ne change pas votre façon de travailler? Ça ne change pas notre façon de travailler, c'est une vraie reconnaissance en revanche. Et c'est une façon aussi, vis-à-vis de l'extérieur, de faire savoir que l'on fait partie de ces 20 orchestres français qui sont reconnus pour leur qualité. C'est comme un label pour une entreprise, un ISO, enfin vraiment un label de qualité très important et qui aussi nous donne une visibilité plus importante à l'extérieur et à l'international. Alors vous avez une particularité aussi, c'est que vous ne jouez pas dans une seule salle. Est-ce que c'est compliqué à gérer justement quand on prévoit une programmation ? Oui, c'est une des particularités de l'Orchestre des Pays de Savoie. En cela, il est atypique. On n'est pas associé à une salle en particulier, nous n'avons pas de salle attitrée. Ça a plusieurs conséquences. Une première vis-à-vis du public, vous savez, pour nous, le public, c'est vraiment le but ultime de notre travail. C'est vraiment à lui qu'on pense quand on construit la programmation. Et c'est lui qu'on a envie de faire revenir dans les salles. Et c'est lui aussi qu'on a envie de faire venir quand il vient jamais. Donc la relation au public est compliquée par le fait que l'on n'est jamais au même endroit. Et pour ça, on s'appuie sur un réseau formidable de partenaires qui sont les salles de spectacle en Pays de Savoie, mais pas que les salles de spectacle, également aussi le réseau des écoles de musique et de tous les partenaires des actions qu'on peut mener. C'est ce qui permet l'éclectisme de votre public finalement. Ça permet aussi d'avoir un public en effet très varié. Une récente enquête que nous avons menée montre que, contrairement à d'autres orchestres de musique classique, le public de l'Orchestre des Pays de Savoie n'est pas à majorité de cadres, par exemple. C'est vraiment très varié dans l'origine socio-professionnelle et on est vraiment très fiers de ça parce que c'est une de nos missions et on en est content. Alors dans votre nouvelle programmation, vous parlez d'un orchestre nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu ? Cet orchestre, il rentre dans aucun moule. On a donné un exemple avec la salle de spectacle. Et pourtant, même si on n'a pas de salle attitrée, on arrive à nouer des liens vraiment étroits avec les spectateurs des grands centres des Pays de Savoie, que ce soit Évian avec la Grange au Lac, Annecy avec le Conservatoire et la Scène nationale, Chambéry, également Albertville, mais aussi en allant plus loin vers Grenoble et Lyon. Et nouvelle génération, pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde trouble au niveau culturel en ce moment. Tout bouge, on ne sait pas ce dont sera fait demain. Et nous considérons que le fait d'être dans aucun cadre, d'être une institution, mais jamais là où on nous attend, d'avoir des musiciens de niveau international, mais qui tous les jours vont à la rencontre de collégiens, ça nous place finalement dans une position de force par rapport à tout ce qui bouge et que l'on ne maîtrise pas. Donc nous, on fait le pari que cette réactivité que nous imposent les circonstances, cette capacité d'adaptation qu'a l'orchestre fera de nous l'orchestre de demain et de façon très forte. Alors justement, ce pari, il est aussi sur la programmation. Sur quoi elle va être axée sur la saison 2016-2017, cette programmation ? Alors Nicolas Chalvin, qui est le directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie et qui conçoit la programmation, souhaite vraiment que chaque concert soit un événement, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une émotion particulière. Et aussi, il l'a construit pour celle-ci comme un voyage dans le temps à chaque fois. Et dans un voyage dans le temps où il emmène les spectateurs avec lui. Je prends deux exemples qui sont assez parlants, deux concerts participatifs où le public va pouvoir non seulement écouter, mais aussi se poser des questions et participer et donner des réponses. Le premier, c'est vraiment l'ouverture de la saison, c'est le 28 août au Festival Berlioz. Berlioz avait en son temps concouru pour le prix de Rome. Il n'avait pas été choisi, il avait été deuxième. Eh bien, nous allons rejouer le prix de Rome, comme en 1828, avec les 3 œuvres qui étaient finalistes. On ne dira pas qui et on fera voter le public. Et on verra si Berlioz, finalement, va gagner en 2016, alors qu'il n'avait pas gagné. Autre temps vraiment fort de cette saison, le programme Beethoven or Not Beethoven, qui va être en novembre à Évian et en décembre à Annecy, à Chambéry, avant d'aller à la Philharmonie de Paris également dans le courant de l'automne. L'idée de Nicolas Chalvin, c'est de se dire qu'est-ce qui se passait à l'époque de Beethoven. On a des œuvres qui ont été longtemps attribuées à Beethoven, d'inconnus, qui s'appellent Witt et Rösler, que l'on va rejouer, toujours en aveugle, et on va guider le spectateur et essayer de comprendre pourquoi à l'époque on croyait que c'était du Beethoven, parce que finalement les grandes pages du répertoire, elles étaient jouées avec des contemporains. Donc voilà, on essaye de remettre le public aussi dans cette ambiance-là. Et puis peut-être un temps fort qui est important pour les Pays de Savoie, c'est l'association à la commémoration de la création du duché de Savoie, puisqu'on a un programme 600 ans d'inspiration musicale en Pays de Savoie qui va revisiter tous les compositeurs qui ont eu une influence dans ce territoire. Très bien, alors très rapidement, on vient de parler de la saison 2016-2017, mais on n'oublie pas que la saison n'est pas terminée, il y aura
aura aussi des choses au mois de juillet-août, vous ne vous arrêtez pas? Non, l'orchestre ne s'arrête pas. Bon, il prend des vacances comme tout le monde, mais on est présent sur les festivals de juillet et notamment avec 3 dates en Pays de Savoie qui sont le 6 juillet aux Rencontres musicales d'Évian avec un chorégraphe, Teshigawara, très connu au niveau international, qui vient faire une création avec Renaud Capuçon et l'Orchestre des Pays de Savoie sur la magnifique salle de la Grange au Lac. Et puis 2 concerts auxquels on tient beaucoup, le samedi 16 et le dimanche 17 juillet à Clermont-en-Genevois et à Montsapé, petit bijou niché dans la montagne où le public est toujours accueilli avec beaucoup de chaleur. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et puis, on va parler d'un chiffre qui devrait vous intéresser justement sur les subventions avec cette polémique. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'avait annoncé pendant sa campagne. Il a nettement baissé les subventions sur la culture. Il a même carrément supprimé celles allouées aux associations de développement rural. Des associations qui s'étonnent que la région de Laurent Wauquiez ait tout de même trouvé 300 000 € pour subventionner la ville du Puy-en-Velay, dont il est maire. Troisième et dernier épisode de notre volet consacré à la filière de l'animation en Haute-Savoie. Une filière importante puisqu'elle draine près de 1300 emplois et représente 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce soir, c'est une facette mal connue de la filière que nous vous proposons de découvrir. L'animation peut être aussi un outil pédagogique pour les entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à l'utiliser dans les domaines des ressources humaines et des formations. Un créneau sur lequel Iticom s'est positionné avec succès. Reportage de Fanette de Buisson. À Bétessy, dans des bureaux particulièrement ordinaires, se cache l'une des 20 entreprises européennes les plus innovantes dans le domaine de la formation en ligne. Iticom est aussi entrée en 2015 dans le top 50 des entreprises technologiques à forte croissance. Un joli palmarès pour cette société créée par Yann Tessier en 2008 à Genève. Elle figure parmi les leaders français du Serious Game. Comment gérer les heures supplémentaires, le temps partiel? J'aurais besoin d'aide pour avoir les idées claires. Ça marche très bien parce qu'on a été élu l'année dernière dans ce top 50 des sociétés à la plus forte croissance en France. Donc ça illustre vraiment la croissance dans laquelle s'inscrit la société. Ça répond en effet à une nouvelle demande des entreprises qui aujourd'hui cherchent à former plus rapidement, à donner de la flexibilité aussi à leurs apprenants qui vont être en situation de mobilité, qui vont avoir des temps aussi plus courts de formation. Donc pour éviter de les mettre forcément dans une salle bloquée pendant plusieurs jours, on peut les former à distance et donc là on répond clairement à ce besoin-là. La société possède des bureaux à Lyon, Genève, Paris et Annecy. Les locaux savoyards accueillent l'essentiel de la production. Plus de la moitié des salariés ont été formés dans le bassin annécien. L'école parisienne des Gobelins y possède une antenne. Typiquement, l'école des Gobelins propose un parcours de formation qui s'appelle concepteur et réalisateur multimédia, avec deux filières en fait dans ce parcours. Il va y avoir plutôt une partie très orientée graphiste et une partie très orientée développement. Et nous, on va justement piocher dans ces personnes-là. C'est une formation en alternance en plus, donc ça nous permet nous de les intégrer pendant qu'ils sont encore à l'école. Parce que c'est des choses qui sont vraiment complètement notre cœur de métier. L'innovation est au cœur du développement d'Iticom. Le marché du Serious Game est en plein essor à l'international et les applications sont de plus en plus nombreuses. Le pôle recherche et développement travaille par exemple à la création d'outils de formation ludiques pour les étudiants en médecine. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce journal sur notre site internet. Juste après, vous retrouvez l'émission Solidarité présentée par Fanette de Buisson. À demain.